Les bestes sont à Budapest, chapitre 2. Cette fois encore, c'est le tapis qui a décidé, ou plutôt ceux qui sont dessus, ici et maintenant. Là encore, rien n'est écrit à l'avance, il faut s'emparer de son dû ou le laisser aux camarades d'en face. C'est la seule conclusion à tirer du premier tour tant attendu de notre tout nouveau champion d'Europe, Daiki Buba, qui avait éclaboussé de sa classe et de son charisme les tapis de Podgorica. L'Armandac Bayern Munich n'avait pas de quoi lui faire peur. Malgré une très bonne série dans la deuxième partie de l'année 2023, il avait accumulé les premiers tours en 2024. Mais le Français ne parvenait pas à s'affirmer dans ce combat, ni même vraiment à le commencer. Il affichait son habituelle sobriété gestuelle et sa belle posture droite, avalant les tentatives désordonnées de son adversaire comme si c'était une lassante perte de temps. Mais le temps, justement, avait tendance à couler du sablier sans que rien ne se passe vraiment. Daiki revenant vers son coin au pas et en prenant le grand large, comme s'il n'avait pas vraiment envie de retourner au contact. Et il se montrait incapable de lui mettre de l'impact, avec les guillemets d'usage, comme commençait à lui dire de plus en plus fort Franck Chambilly sur la chaise. Dans la dernière minute, la grosse voix d'Alex Borderieux, l'entraîneur du club, la GIA Paris 20, tenta de prendre le relais en tombant des tribunes. « Daiki, nom de Dieu, réveille-toi, réveille-toi » Mais rien n'y fit. Au Golden Score pourtant, il faillit bien trouver le chemin de la rotation qui va bien, posant le Mongol sur l'épaule. Mais il manquait, là encore, un peu d'envie. Le verdict, on le voyait venir. Il fallait aller chercher quelque chose, Daiki fit l'effort, et il se retourna contre lui, comme c'était prévisible. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais j'étais absent. Je sais pas où j'étais pas dans le match en tout cas. Toute la préparation, la descente au poids, comme d'habitude, mais je sais pas, arrivé dans le match, j'étais trop, je sais pas, attentiste, peut-être un peu en doute, je saurais pas trop dire. C'était les consignes du début de match, d'être agressif, de l'impacter pour qu'il fasse l'erreur. On voyait qu'il n'était pas trop dangereux, mais que son judo, c'est justement d'attaquer avant moi. C'est ce qu'il a fait. J'ai eu pas beaucoup d'occasions où j'ai réussi à l'attraper. Et même les occasions où je l'avais, j'ai pas réussi à lui mettre la folie pour le faire paniquer. Donc forcément, à un moment, c'est moi qui ai paniqué, j'ai fait l'erreur. Je suis rentré dans son jeu parce que j'étais pas agressif. C'est ce qu'il me disait de faire et j'ai pas fait. On n'est pas là pour être ici, fulgurance légendaire d'un entraîneur de rugby de quartier conservé par le web. Daiki ne sut pas vraiment être là et se contenta d'être ici, comme en convenait le toujours clair Franck Chambilly. Il y a des jours avec, comme au Championnat d'Europe, des jours sans, et c'est un jour sans. Il est passé complètement à côté de son combat, en étant absent sur la prise d'initiative, en étant attentiste. L'autre, il n'était pas très dangereux, mais il a imposé un peu son rythme. On l'a vu à la vidéo, on savait que c'était quelqu'un qui allait jouer sur les pénalités, qui n'allait pas forcément le faire tomber. Et puis il s'est laissé porter par le match. Et puis au final, à un moment donné, dos au mur, avec un décalage, il est obligé d'y aller. Puis il n'impacte pas. Il n'a pas l'impact qu'il a eu sur un championnat d'Europe. Et donc du coup, il se livre et puis il fait une action, une espèce de Tanetoshi raté. L'autre, il esquive, il pousse. Voilà, c'est décevant parce que les champions d'Europe en titre, le tirage il est ce qu'il est de toute façon, mais on n'a pas vu un grand Daiki se donner à Lima pour aller chercher une médaille mondiale. C'est ça qui est décevant. Alors pourquoi? Ça faudra en débriefer tous les deux. Entre les Europes et les Championnats du Monde, la préparation elle était dans la continuité. Donc il a fallu aussi digérer le titre de champion d'Europe, lever le pied un petit peu, puis repartir. C'est peut-être ça aussi qui a fait que il n'a pas réussi à se remobiliser aussi. En tous les cas, on essaiera de comprendre la cause ou les causes, de manière que ça n'arrive plus, parce que c'est dommage, parce que le tirage il est ce qu'il est, mais bon, avec Walid il avait cherché peut-être en une demi-finale, ça aurait été bien. Occasion manquée, déjà la 3e sur un championnat du monde senior, qui fait un peu mieux comprendre qui est Daiki Buba, un talent hors norme, désormais 6e mondial, qui a besoin de temps pour pleinement trouver ses marques. Un luxe que malheureusement, à 29 ans, il n'a pas. Un titre européen est suffisant pour le rassasier? Ce sera à lui de nous le dire.
5 fois médaillé mondial, c'est-à-dire qualité du métal mis à part, une de plus tout de même que David Douillet ou que Lucie d'Écosse, Amandine Bouchard était venue à Budapest pour prendre la 6e et surtout pour s'emparer de son premier titre mondial, une mission toujours activée. Mais on ne parlait que de cela depuis le tirage au sort, la mission s'était corsée d'un obstacle de taille, le débarquement dans son quart de la 18e mondiale, soit la quadruple championne du monde et championne olympique de 24 ans, la japonaise Uta Abe. Plantons le décor, Uta Abe n'a perdu que 2 fois 8 ans depuis qu'elle est apparue au meilleur niveau senior. La dernière fois la plus spectaculaire fut son échec dramatique au premier tour des Jeux de Paris, surprise par la future championne olympique ouzbek Diora Keldiorova sur un contre-arrière qui lui a fait couler beaucoup de larmes. La première, c'était 5 ans plus tôt, au Grand Chelem d'Osaka, face à la Française Amandine Bouchard sur un kata guruma poussé à la limite. Une performance haut de gamme pour Bouchard vu la rareté des défaites de l'OVNI Abe, mais qui ne reflète pas vraiment le rapport de force dans leur face-à-face. En 9 rencontres en effet depuis 2017, dont 4 en championnat du monde et aux Jeux, la japonaise a gagné 8 fois et presque à chaque fois avec une marque debout ou au sol. Amandine Bouchard n'avait donc pas grand-chose à perdre, voulait-on s'en convaincre, sinon le combat et une nouvelle fois un titre mondial et même la perspective d'une médaille puisqu'elle se rencontrait au second tour. Après une victoire expédiée de part et d'autre, le rendez-vous était respecté. La Française avait annoncé la couleur, elle se félicitait de ce défi qu'elle voulait relever, elle allait affronter la Japonaise, et c'est effectivement ce qu'elle fit, dénouant le jeu diabolique du kumikata ultra rapide d'Abe, en raccourcissant les temps de montée des mains pour aller fixer derrière la nuque, n'offrant pas beaucoup de perspectives à la championne qui devait se contenter de 2 ou 3 tentatives fortes, bien maîtrisées en face. Le temps réglementaire était avalé sans que rien ne soit joué dans ce combat de haute volée, la vraie finale de la catégorie. Vraie finale, encore aurait-il fallu nommer l'arbitre d'expérience auquel on aurait suggéré l'attitude pertinente, la jurisprudence grand combat qui préconise de ne pas s'immiscer maladroitement. Celui qui officiait, un néo-zélandais, était appliqué sur le règlement sur le mode olympiade précédente et décalait d'abord les 2 combattantes pour une saisie double au revers de la Française que personne n'avait identifiée comme décisive, alors qu'il est à peu près entendu que le jeu des saisies est considérablement libéralisé si l'esprit d'attaque est là. Il enchaînait avec application par une fausse attaque sur un kataguruma de Bouchard, pénalité sévère quand on connaît sa capacité à relancer sur son mouvement fétiche. Enfin, la dernière allait prendre tout le monde de court, un contact à la jambe que personne n'a vraiment identifié, à commencer par la japonaise elle-même qui avouait son incompréhension totale lors d'une interview de fin de journée, et on finissait par comprendre qu'il s'agissait du geste instinctif de défense de la Française sur une tentative de mouvement d'épaule adverse, une main s'égarant sur la cuisse. Un shido pour rien, sinon gâcher un grand moment de judo. Pour Abe, la finale venait d'être gagnée, aux pénalités, contre sa meilleure adversaire, sur laquelle elle se montrait d'ailleurs élogieuse en interview, saluant son attitude très coriace et ses belles techniques qui la rendent dangereuse, Abe Dixit. Elle allait ensuite passer en effet à travers toutes les autres sans difficulté, y compris face à l'excellente Kosovare d'Istria Krasniki en finale, au meilleur de sa forme pourtant, mais quand même satellisée sur un magnifique mouvement d'épaule à genoux, qui semble être une nouvelle arme forte pour la désormais quintuple championne du monde. De l'or pour Abe en fin de journée, la première finale mondiale de la Kosovare, le 2e podium mondial de suite déjà pour la jumelle Balaos Masha pour l'Allemagne, et même une médaille de bronze du miracle pour la jeune hongroise montante Rosa Gyertyas. Rien pour la France, rien pour la numéro 1 mondiale Amandine Bouchard, qui n'aura pas eu l'occasion d'aller chercher cette 6e médaille. Elle restait pourtant positive et manifestement sincèrement satisfaite de sa prestation et du travail accompli depuis quelques mois, heureuse d'avoir retrouvé un élan qui semblait lui avoir manqué ces dernières années. Elle voyait, comme on dit, le bon côté des choses. C'est dommage, c'est triste parce que ça c'est une finale mondiale. Donc bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de compète, elle n'était pas tête de série. Bon, le tirage a fait que je la prenne dans les premiers tours. C'est le jeu. Maintenant, bon, tout le monde connaît Abe, c'est la meilleure de la KT. On part en golden. Au final, elle me met en déséquilibre, mais je ne me sens pas vraiment en danger parce que je suis un peu un chat, donc ça va. Il y a eu des fois où je me suis sentie plus en danger sur d'autres rencontres qu'on avait eues toutes les deux. Un peu frustrant de perdre au Shido. Le dernier, je ne comprends pas trop. Après, dans l'espace, des fois, on ne se rend pas compte, mais
Mais bon, je ne pensais pas avoir touché la jambe. C'est dommage de finir comme ça. Franchement, j'aurais préféré que ça se termine sur une des deux qui marque plutôt que ça se finisse comme ça. Maintenant, voilà, il y a des pistes de travail. Plusieurs fois, j'ai réussi à monter la main. Maintenant, il faut réussir à concrétiser derrière. Je sais qu'elle n'était pas bien. Elle sait aussi qu'au sol, maintenant, elle a plus de difficultés à venir me chercher, donc elle y va presque plus. Donc moi, je vais peut-être aller chercher aussi des opportunités au sol. Et puis après, bon, ça reste quand même encourageant pour la suite. Ça faisait 2 ans, je crois, qu'on ne s'était pas pris. C'est mon début d'Olympiade avec une nouvelle coach. Et je sens qu'avec Jane, je vais continuer de progresser et on va aller la sortir, cette japonaise. Mais je suis moins déçue que d'autres championnats du monde. Oui, je vais positiver parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu des très belles choses qui ont été faites, mises en place. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps, dans mon judo. J'ai un très bon binôme avec Jane. Maintenant, il faut laisser le temps aussi que ça fleurisse et qu'on concrétise bien les choses. Là, c'était que ma 3e compète, dont un gros championnat avec la numéro 1 en face. Donc non, je suis positive, c'est un match accroché. Maintenant, les prochains matchs, il va falloir la taper, la sortir. Donc voilà, c'est le premier championnat de l'Olympiade. Je ne suis pas en déprime, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres compètes. Là, dans 2 semaines, je me remets au rugby, donc je vais pouvoir un peu extérioriser cette frustration, mais ça va, je vais bien. Je ne veux pas qu'on croie que je ne suis pas déçue et que je suis venue là pour gagner. Je m'entraîne dur pour gagner, donc forcément, je suis déçue, mais je suis positive en me disant que je vais prendre que les bonnes choses. Et puis, on va continuer d'avancer avec. Et puis, c'est pas comme si j'avais perdu toutes mes compètes cette année. C'est ma 3e compète. Les 2 premières, je les ai gagnées. Là, je prends celle qui va sûrement faire championne du monde. Donc, non, il faut positiver, voir la suite. Il va y avoir plein d'autres échéances. Il y aura encore 3 championnats du monde avant les Jeux. Donc, non, tranquille. Je continue mon bout de chemin. Jane Bridge, la nouvelle coach de chaise, et même un peu plus puisqu'Amandine Bouchard ne travaille qu'à l'INSEP avec elle, se montrait presque plus frustrée de la défaite que la championne elle-même. Je pensais qu'elle allait gagner. Il y a 1 ou 2 moments où vraiment elle est en train de dominer au niveau du haut du corps et la manche. Et ces moments-là, ça n'arrive pas souvent dans un combat avec un athlète comme Abe. Donc il faut y aller, il faut prendre le risque. Donc la prochaine fois, dans ces situations, il faut qu'elle y aille encore plus fort. Après, je pense qu'Amandine, elle a beaucoup plus de choses à donner, elle peut accélérer plus physiquement. Elle est très forte. Au niveau habilité de son corps, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'elle peut encore apporter beaucoup plus de choses dans ce type de combat. Je trouve qu'elle a bien abordé le combat sereinement comme vraiment un défi, pas comme un poids. Et donc ça c'est déjà énorme. C'est quand même les championnats du monde, elle a envie de gagner et puis c'était un tour, ça passe ou ça casse. Bon, cette fois-ci ça n'a pas passé, mais elle a abordé assez sereinement et ça c'est déjà, je pense, une étape importante. Il restait une chance à la France de ne pas faire une journée à vide. Elle était dans les mains de Walid Kar, l'éternel battant, 12e mondial, médaillé sur les derniers championnats d'Europe, 5e des Jeux et monté sur le podium mondial senior en 2023. Après 2 combats à sa main et bien menés, il se retrouvait au pied du mur en quart, un paravent japonais plutôt, le mobile Takeshi Takeoka, un ancien vice-champion du monde junior profitant du double projet l'année dernière avec les Jeux qui accaparaient Ifumi Abe pour prendre la médaille d'argent des championnats du monde. À 26 ans, il avait su ensuite faire la différence avec le champion du monde japonais lui aussi, Ryoma Tanaka, 23 ans, pour gagner un nouveau ticket pour cette année à Budapest. Comme il l'expliquera par la suite en zone mixte, notre Français avait repéré le nouveau venu et partagé de nombreux randonnées avec lui, espérant tirer plus d'informations qu'il n'en donnait. C'est peut-être l'inverse qui s'est passé. En 15 secondes, à l'entrée de la dernière minute, il se faisait sécher 2 fois sur 2 Kouchigari placés au moment de la montée du bras. De là bien bel ouvrage et l'évidence que de ce côté-là, l'accès à la médaille d'or était fermé. Mais Walid Kar était fort d'entrer en repêchage, avec peut-être en son fort intérieur l'idée que ce tirage n'était pas inaccessible. L'ancien Mongol désormais émirati,
tout juste entré dans le top 30 mondial, celui-là même qui avait sorti Bouba, mais qui ne lui posait pas de gros problèmes, avant une place de 3 contre un Tadjik dangereux, Obid Dzebov, monté à la 4e place mondiale, mais contre lequel il restait sur une victoire. Il y a parfois des impressions de déjà-vu, et c'est ce qui venait à l'esprit sur cet affrontement décisif. On a déjà vu Walid Khiar faire un gros combat d'engagement, mais avec une prise de risque inutile, au mauvais moment, pour une sanction immédiate. Cette fois, il était entendu qu'il ne fallait pas aller dans le dos de ce longiligne Tadjik, adepte du Uchimata à la mode de l'Est, en levant haut la jambe et avec une main posée au sol. Laissons le coach de la Côte nous expliquer ce qui était en jeu. Il fallait sûrement être un peu plus patient, passer un peu plus de temps à cadrer, être un peu plus stratégique dans un premier temps, un peu plus impactant sur les mains. Mais voilà, c'est le judo de Walid, on ne peut pas le transformer du jour au lendemain. Il est capable de le faire, et puis comme il est capable de s'engager, d'être efficace, parfois ça a basculé positivement, et malheureusement sur cette place de 3, c'est pas le cas. La prise de risque, de toute façon, il en faut, hein, quand on s'engage dans l'attaque pour être efficace. Maintenant, peut-être que la temporalité n'était pas la meilleure. Il aurait peut-être fallu attendre un peu, l'user un peu plus, parce que Walid a des armes au niveau physique, cardio. Il est très impactant, il a un cardio énorme. Et peut-être qu'il aurait fallu l'emmener davantage dans le match pour justement aller sur ce type d'action après. Les Europes, effectivement, même s'il reste sur une médaille de bronze, ce n'était pas celle qu'il attendait. La manière n'était pas forcément à la hauteur de ses attentes. Maintenant, il a su réagir, il a su remettre en place certaines choses. Dans l'engagement, à l'entraînement, un peu plus de travail tactique, mais il en faudra encore plus. Et puis oui, il a fait une super journée, je le redis, hein, ce premier tour était vraiment très piégeux pour lui, et il a très très bien négocié, donc il y a beaucoup de choses positives sur cette journée quand même. Alors après, forcément, 5e, il y a de la frustration pour lui, ce qui est normal, hein, mais il faudra quand même retirer les choses positives, et puis travailler pour que justement ces matchs-là basculent positivement. À 30 ans, et malgré un palmarès qui compte une médaille mondiale et 3 médailles européennes, 2 participations aux Jeux, Walid Khiar est toujours à la poursuite de la journée parfaite, un flot qu'il n'a connu qu'une fois pour sa première, un titre européen en 2016 à jamais dans les mémoires. Depuis, il a accumulé aussi beaucoup de 5e places, comme aujourd'hui, beaucoup de places d'honneur et de médailles du courage. Un parcours qui ressemble à un destin. Aujourd'hui, c'est le président de la fédération, Stéphane Nomis lui-même, à sa façon spontanée et cash, qui a tenu à lui dire, au détour d'un couloir, qu'il ne fallait pas s'en tenir là, qu'il fallait sortir d'un sillon qui ressemble à une ornière. Il y a quelque chose à changer et Walid Khiar est d'accord. C'est maintenant ou jamais. Il faut que je prenne le temps de me poser, de voir. En tout cas, là, j'ai mis le doigt sur 2-3 trucs assez rapidement là, avec la petite discussion avec le président de la Fédé, Stéphane Nomis. Qui mâche pas ses mots et du coup qui me dit les choses. Et voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont toujours pas réglées. Malheureusement, chaque année je dis la même chose. À un moment donné, il va falloir changer. Le combat, j'aurais pu le gagner différemment. J'avais un thème précis et j'ai fait autre chose. Je pense que ça aurait dû être beaucoup plus simple que ça. Et je me suis mis dans une galère tout seul. Voilà. C'était pas d'aller dans son dos, c'était pas de chercher le au contraire. Parce que je lui avais mis la dernière fois, donc je me suis dit... Sauf que c'est pas ça le judo. Faut innover. Et lui, il a innové. Et il m'a battu. Comme on le sait, un abbé en cache toujours un autre, et on semblait se diriger vers l'habituel doublé de la famille Adams du judo japonais, les effrayants Uta et Ifumi. Stupeur pourtant, si Uta était là pour son 5e titre à 24 ans, parcours sans défaite de 25 combats en championnat du monde senior. Ifumi, 27 ans et 4 titres mondiaux seniors, en désormais 6 participations, mais aussi 2 titres olympiques pour une seule à sa sœurette, ne l'était pas. À l'aise, jusque-là, il se faisait surprendre en quart par le fameux Tadjik Dzebov sur un Uchimata Sukashi magnifique que l'arbitre Mélanie Percheron, dans son premier championnat du monde, validait au hasari et que la table ramenait au hippon. Quand on disait qu'il était à craindre ce combattant qui n'avait pourtant jusque-là rien décroché d'essentiel. Ce ne sera pas encore pour cette fois d'ailleurs, car c'est son collègue et néanmoins adversaire, l'autre Tadjik de la catégorie, Nourali Emolali, champion du monde junior 2022, qui le repoussait sans difficulté sur un énorme ogoshi dans les bras de notre Français pour le combat du bronze. C'était pour mieux se faire toréer lui-même en finale par l'intenable Takeoka, qu'il s'acharnait à tenter de croiser ou d'écraser tout court sous le poids de son bras particulièrement lourd, tandis que le japonais le mettait constamment à distance et dans le vent, et finissait par le sanctionner sur un joli Dehashibara bien masqué. Tandis que Abe en bronze saluait la salle comme pour un adieu, même si on l'imagine mal ne pas tenter le triplé olympique,
Takeshi Takeoka restait sobre pour la médaille d'or de la consécration mondiale. Il inscrit son nom sur la longue liste des vainqueurs japonais en moins de 66 kg depuis 2010, soit tout de même 12 titres en 13 ans pour 6 combattants différents, le seul leur ayant échappé allant en 2015 au sud-coréen Han Bo. Le dernier pour nous remonte au sacre de l'Arbi Ben-Boudaoud en 1999. Il y a des comparaisons qui donnent un léger vertige et l'échelle réelle des valeurs. Derrière Ifumi Abe la légende, derrière le nouveau couronné Takeshi Takeoka, il y a Ryoma Tanaka et ses 23 ans, champion du monde l'année dernière, et pourquoi pas Yamato Fukuda, champion du monde junior 2023, ou Shuntaro Fukuchi, champion du monde junior 2024. Et ils peuvent voir venir. C'est aussi leur position désormais sur ces championnats, où sans avoir donné l'impression de tout balayer, ils sont déjà à 3 titres en 2 jours et à 2 sur 2 chez les garçons. Les bestes sont à Budapest et pour l'instant, il faut bien le dire, ils sont nombreux à être japonais. Ce dimanche, 3 Français relèvent le gant et ce sera beau à voir avec le héros de Paris, Johann Benjamin Gaba en moins de 73 kg, médaillé européen à Podgorica, mais aussi 2 gâchettes en moins de 57 kg, la médaille olympique Sarah Léonie Sizik et la médaille d'or du tournoi de Paris et médaille européenne Marta Fawaz. Les bestes sont à Budapest, mais de qui s'agit-il ?